Bonjour à tous, je suis ravi de animer ce premier webinaire de l'année parce que j'avais envie de partager avec vous, chers confrères gestionnaires de patrimoine, une pépite. Une pépite, moi, que je suis depuis une quinzaine d'années. Cette pépite, elle s'appelle Fility Nordic. Et l'homme qui a extrait cette pépite et qui la pousse depuis une quinzaine d'années, eh bien, c'est Bertrand Puif. Bonjour Bertrand. Bonjour. J'avais envie donc de partager avec des confrères sur la pertinence d'avoir un fonds tel que le vôtre. Donc c'est un fonds Action européenne. Il a une particularité, c'est qu'il est concentré sur les pays scandinaves. Et on va essayer à travers, je dirais, la vingtaine de minutes que l'on va passer ensemble, essayer de partager sur l'intérêt de continuer à avoir ce type de valeur. Est-ce que dans un premier temps, Bertrand, vous pourriez nous dire et nous rappeler qu'est-ce qui caractérise les marchés scandinaves par rapport au reste de l'Europe? Alors, ces marchés-là, en fait, c'est 4 pays, hein. Donc, c'est la Suède, qui fait autour de 10 millions d'habitants, qui est le plus gros pays, 50% du PIB de la zone, à peu près. Et derrière, on a 3 pays, donc le Danemark, la Finlande et la Norvège, qui font entre 4,5 et 5 millions d'habitants et qui se répartissent le reste des 50%. À l'échelle de l'indice européen, donc qu'on prenne le Stoxx ou le MSCI Europe, on est quand même, ces 4 pays cumulés font autour de 20% quand même de la capitalisation, hein. Donc, c'est une zone qui est plus importante quand on agrège effectivement ces 4 pays-là que par exemple la France, hein. La France fait moins de 20% des indices. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et alors pourquoi nous on pense que c'est intéressant? C'est parce que déjà structurellement, quand on regarde sur longue période, 25-30 ans, la performance en euros, hein, en euros, puisqu'évidemment on a un certain nombre de ces pays, à part la Finlande qui fait 10% de la zone, on va dire on a 90% de la zone qui ont leur propre devise, hein, que ce soit la couronne suédoise, la couronne norvégienne ou la couronne danoise, eh bien, en euros, la performance est quand même la meilleure de tous les indices pays Europe ou régionaux. Et avec on va dire, une marge assez importante, hein, puisque sur 25 ans, on fait quasiment 1,5 fois la performance du CAC 40. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir en fond de portefeuille ces pays-là, ces valeurs-là. Parce que je rebondis sur le fait que vous compariez le fonds par rapport au CAC 40. Moi, c'est un fonds que j'utilise depuis très longtemps dans le PEA. Et c'est effectivement le périmètre des fonds PEA, il n'y en a pas énormément, généralement sur les plateformes. Et donc, le fonds Fidelity Nordic, il a la capacité d'être éligible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que, Bertrand, est-ce que dans cette zone-là, il y a des méga tendances où il y a une typologie de société? Parce que moi, spontanément, quand je parle de pays scandinaves, je me dis, bon, c'est les pays de la tech. Et puis, c'est les pays de tout ce qui va être consommation durable. Mais est-ce qu'il y a que ça? Et puis, il y a aussi des valeurs pétrolières ou parapétrolières. Alors, c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de valeurs. La Norvège, notamment, hein, c'est vrai qu'il y a une idée reçue un peu sur la Norvège que c'est une économie essentiellement pétrolière et gazière, un peu comme la Russie. Alors, c'est en partie vrai, mais c'est en partie faux. Les matières premières, ça représente à peu près un tiers de l'économie norvégienne. Le reste, effectivement, on a des banques, on a des sociétés de services, on a également beaucoup de sociétés de commerce maritime, des armateurs, des sociétés qui ont des tankers, qui ont des porte-containers, des choses comme ça. Donc des choses qui sont liées au commerce mondial, hein, qui peuvent capter la croissance de certaines zones au niveau de l'économie mondiale. Donc on a cette caractéristique-là. On a, c'est vrai, une tendance structurelle de ces pays-là à l'exportation, puisque ce sont des marchés domestiques qui sont plutôt petits. Donc, les sociétés, souvent des sociétés qui peuvent être leaders sur leurs marchés mondiaux. On a Volvo, par exemple, dans les camions. On a SKF dans les roulements à billes. On a Atlas Copco dans les compresseurs. Kone dans les ascenseurs. On a toutes ces très belles sociétés. Ben, elles sont Saab, d'envergure mondiale. ouais, Ça, Saab. ouais, ça, exactement, dans l'armement, qui sont des sociétés d'envergure mondiale. Et on a beaucoup de ces sociétés-là qui sont également qui historiquement ont eu quand même pas mal de liens avec la Chine et qui ont pâti ces dernières années, on va dire, du ralentissement de la croissance chinoise. Et si effectivement on est optimiste comme on l'est chez Fidelity sur le rebond de cette croissance chinoise dans les années à venir, eh bien ces sociétés-là devraient en bénéficier. Le deuxième partenaire de la zone nordique après l'Union européenne, eh bien c'est la Chine. D'ailleurs, oui, juste un point, je me souviens que dans une conférence plus de 20 ans à Fidelity, on nous avait présenté le fameux Baltic Freight Index, qui effectivement est un microcosme de la croissance mondiale attendue future, ça? Voilà, tout à fait. En fait, c'est un indice qui recense en fait les taux de fret sur les containers.
Et donc, effectivement, les containers qui sont un élément assez important dans la croissance mondiale. Et quand on voit une accélération en fait de cet indice, c'est-à-dire qu'il y a une plus forte demande, on va dire, pour les porte-containers, pour les capacités, louer les capacités sur les porte-containers, en général, c'est un indicateur un peu avancé de croissance, d'accélération de la croissance mondiale, et vice-versa. Et d'autant plus parce que c'est effectivement cet indice-là, en fait, il est concentré sur la zone Baltique, enfin, sur la mer Baltique, etc. Ok. Voilà, parce qu'on a Euh, effectivement énormément en fait, de capacités de transport, hein, que ce soit sur les containers. AP Müller-Maersk, qui est le plus gros porte-containers au niveau mondial, c'est une société danoise, par exemple. Et parmi les sociétés les plus gros, la plus grosse société de tankers au niveau mondial, Frontline, est une société norvégienne. Est-ce que Bertrand peut revenir sur un sujet macro? En fait, investir dans les zones scandinaves, pourquoi ça a du sens? Moi, je me souviens qu'on a discuté ensemble il y a quelques mois sur sur Patrimonia aussi, Patrimonia, et lorsque vous avez organisé une conférence en décembre à Paris, vous avez mis en avant, je dirais que les pays de cette zone, enfin les États étaient faiblement endettés, et surtout, c'est qu'ils avaient la capacité à faire du dumping fiscal. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Voilà, ça c'est très important et c'est un élément qui va être assez différenciant et qui l'a été d'ailleurs. Puisque si on se souvient en fait en 2011, 2012, 2013, crise de la zone euro, on pense que l'euro va éclater à cause de la dette, la problématique de la dette grecque, mais pas que de la dette grecque, il y avait aussi la dette portugaise, la dette espagnole, la dette donc italienne, toute la périphérie sud de l'Europe. Eh bien, il y a eu effectivement à ce moment-là, les investisseurs sont allés rechercher évidemment la Suisse et le franc suisse, mais également la zone nordique, et en particulier la Norvège et la Suède. Alors pourquoi? Parce que ces pays-là ont une certaine orthodoxie budgétaire, hein, qui fait que, je parlais tout à l'heure de la Suède qui représente 50% du PIB local, ben, en Suède, le ratio de dette sur PIB, de dette de l'État, il est à 30%. Et on a également, par exemple, en Finlande, on a la règle d'or, c'est-à-dire que si on fait du déficit, il faut le rattraper les années d'après. On ne peut pas faire inscrire des déficits budgétaires dans la durée. Et un pays, évidemment, à l'extrême, comme la Norvège, avec 1,5 trillion de dollars d'actifs dans son fonds souverain, plus gros fonds souverain au monde, ramené à 4,5 millions d'habitants, vous avez 5 ans de PIB en actifs. Donc c'est un pays qui n'a pas de dette nette. Ils ont un peu de dette brute, mais ils n'ont pas de dette nette. Ils sont en actifs net. Donc c'est vrai que toute cette capacité, aujourd'hui, déjà, c'est évidemment sécurisant dans un environnement où, à un moment donné, alors que l'Allemagne va voir son niveau de dette remonter pour financer son stimulus, il va sans doute y avoir une pression sur les spreads, sur la valorisation, enfin, sur les taux de dette, pas que de l'Allemagne, mais aussi des autres pays, hein, puisqu'on regarde ça en relatif à l'Allemagne, hein, nous on regarde en écart de taux de la dette française par rapport à Bien la sûr. dette allemande. Hein. Et donc, à ce moment-là, on peut redécouvrir la vertu de ces pays-là tels qu'on l'avait connu en 2011, 2012, 2013. Mais également, ce que vous disiez est extrêmement pertinent, c'est-à-dire que depuis plusieurs années, ces pays-là utilisent cette flexibilité pour réduire les impôts. Alors, c'est vrai qu'on a une fausse vision qui est véhiculée par certains de nos politiques ici en disant ils sont très heureux dans les pays nordiques, ils ont beaucoup de fiscalité. C'est extrêmement faux, et en particulier, c'est tout à fait faux sur les entreprises. La fiscalité sur les entreprises est une des fiscalités qui est déjà les mieux disantes et qui est en train de s'améliorer. Depuis le 1er janvier, par exemple, en Finlande, le taux d'impôt sur les sociétés est à 18%. La Suède est en train de réfléchir à baisser son taux également de 22, ce qui est énorme. Ouh là là, 22, on rêverait d'avoir 22 en France, à 18% également. Et la capacité, effectivement, qu'ils ont de continuer cela compte tenu de ces finances publiques est extrêmement importante. C'est de la pertinence de cette comparaison avec l'Irlande qu'à un moment donné, effectivement, ils pourraient attirer de manière assez importante les capitaux du fait d'un écart de fiscalité Bien sûr. significatif entre voilà, l'Europe continentale et cette Europe du Nord. Par rapport, vous avez dit il y a quelques minutes que c'est une zone, c'est logique, exportatrice. Vous pouvez nous reparler le lien entre les banques centrales et leur capacité à favoriser l'export? Nous dire quelques mots Voilà, là-dessus? alors, c'est un élément important parce que quand on prend donc la Suède et alors le Danemark, on va mettre ça de côté, puisqu'en fait, même s'ils ont leur propre monnaie, elle est payée à l'euro. Ils étaient payés au Deutschmark pour des questions historiques et ils se sont payés à l'euro. La Finlande est également donc, dans la zone euro. Donc, mais par contre, la Suède, 50%, la Norvège, 20%, donc 70% de la zone, donc a des banques centrales indépendantes. La Riksbank, qui est la banque centrale donc, suédoise, et Norges Bank, qui est la banque centrale norvégienne. Eh bien, elles ont des stratégies qui peuvent être radicalement différentes de celles de la BCE. C'est par exemple aujourd'hui le cas de la banque centrale norvégienne, puisque aujourd'hui en Norvège, il y a une économie qui est quand même en plein boom,
parce que, et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, il y a 30% d'hydrocarbures, mais derrière, ils investissent aussi également dans les énergies renouvelables. Hein. Et Equinor, qui est l'équivalent de Total, donc la société pétrolière locale, est un des plus gros investisseurs au niveau mondial dans les énergies alternatives. Voilà. Tout ça, ça génère quand même une économie qui est un peu en ébullition, et donc une inflation qui est quand même un peu plus importante que ce qu'on a dans Bien le sûr. reste de l'Europe. Et donc, vous avez des taux courts qui sont maintenus à 4%. Ils n'ont pas suivi le rythme de baisse de la BCE et ils restent à 4% parce que voilà, ça leur permet d'éviter des chocs asymétriques. Et d'un autre côté, quand, par exemple, et la Suède l'a déjà fait, la Suède qui est très exportatrice, très industrielle, eh bien, quand il y a un ralentissement économique et qu'elle veut stimuler les exportations, eh bien, elle va baisser de manière plus agressive que la BCE. Et aujourd'hui, par exemple, les taux ont baissé plus vite que la BCE et on a 1,75 alors que la BCE est encore à 2. Un mot, je me souviens que cet hiver, lorsque nous nous sommes rencontrés, vous nous disiez qu'il y avait, est-ce que c'est toujours d'actualité, une sous-évaluation aujourd'hui de ces devises. L'idée, c'était de se dire, en investissant sur le fonds nordique, on peut avoir la dynamique de valeurs de croissance, de valeurs qui sont sur des secteurs d'activité différenciants de ce qu'on peut avoir sur les autres pays de la zone euro. Et aussi, vous aviez, ce que vous me disiez, on peut avoir la capacité de gagner aussi de l'argent sur une relation à devise. Si on regarde effectivement le niveau des devises aujourd'hui, alors on a le niveau un peu théorique qui est de regarder en fonction des parités de pouvoir d'achat. C'est par exemple regarder le prix du hamburger à Stockholm par rapport au prix du hamburger à Paris, par exemple. Hein. Et cela, ça nous donne une sous-évaluation de la couronne suédoise, par exemple, de l'ordre de 20% et de la couronne norvégienne de l'ordre de 30%. Donc, ça, D'accord. c'est important. L'autre élément, c'est l'écart de taux, notamment qui joue aujourd'hui sur la Norvège, en disant que si aujourd'hui j'emprunte en euros aux alentours de 2% et que je place en couronne norvégienne, ben je gagne aux alentours de 4%. Donc ça aussi, ça pousse à des investissements qui vont aller dans le sens d'acheter de la devise, d'acheter donc de la couronne norvégienne et de la faire monter. Et Okay. puis, par rapport à la problématique dont on parlait tout à l'heure, où les investisseurs risquent à un moment donné de se refocaliser sur les problématiques de dette d'un certain nombre d'États en Europe, dont malheureusement la France, eh bien à ce moment-là, eh bien, il va y avoir une demande sur ces devises qui sont assises sur des économies et des fondamentaux solides qui va être importante aussi. Donc, d'un point de vue fondamental, elles sont sous-évaluées et on a des dynamiques de flux qui peuvent faire que, justement, eh bien, on est à moyen terme une réduction de cette sous-valorisation par une appréciation forte. Si on regarde par exemple là où traiter ces devises-là, prenons la couronne suédoise, en 2012, lors de la crise de la zone euro, elle traitait 35% plus haut. Donc on ne parle pas de petits pourcentages, on ne parle pas de 5%, quelque chose comme ça, on parle de 35%. Donc même si on devait rattraper la moitié, c'est quand même un élément de performance et de diversification également au sein de son portefeuille, hein, parce qu'il n'y a pas que de l'euro et du dollar, hein, il peut y avoir aussi de la couronne suédoise ou de la couronne norvégienne. Donc ça, c'est un élément assez important aujourd'hui, on pense, nous, dans une allocation. Ok, bon, le message est bien entendu, et ça c'est clair. Vous pouvez nous parler un petit peu de comment est composé le portefeuille Nordic Fund? Alors le portefeuille aujourd'hui, il est surpondéré significativement sur l'énergie. Alors pourquoi sur l'énergie? Alors pas au travers en fait des sociétés qui exploitent donc le pétrole ou le gaz, mais plutôt les sociétés de services d'une part, et puis également les tankers. Alors les sociétés de services, pourquoi? Parce que les pétrolières ont sous-investi significativement depuis 10 ans dans leur business historique, hein, qui est les hydrocarbures, pour pouvoir financer en fait ce qu'on leur demandait de par la réglementation, notamment en Europe, d'avoir un peu plus d'énergie verte. Donc des sociétés comme Total ont moins investi dans les champs gaziers ou pétroliers et plus dans les champs éoliens ou les champs solaires. Bah, aujourd'hui, on a une problématique où ça devient assez compliqué de maintenir les niveaux de production pour un certain nombre donc, d'opérateurs et il faut réinvestir. Réinvestir ne serait-ce que pour maintenir le niveau de production d'hydrocarbures, parce que la transition énergétique, elle va durer plus longtemps que ce qu'on pensait, enfin en tout cas plus longtemps que ce que les politiques pensent. Et à partir de là, il faut réinvestir. Et donc, quel que soit le prix du pétrole, je dirais, ça n'a pas changé pour ces sociétés-là qu'on pense de 80 à 60. Si effectivement on baissait à 40, ce qui n'est pas notre scénario, mais entre 60 et 80, si on ne va pas en dessous de 60, on va dire, ces sociétés-là vont continuer à avoir des carnets de commandes qui se remplissent pour pouvoir effectivement répondre à cette problématique de maintenir le niveau de production alors que la demande de pétrole au niveau mondial, elle augmente tous les ans. On Bien a sûr. l'impression en Europe qu'on l'a réduit parce qu'il y a une substitution vers des énergies renouvelables, mais à l'échelle mondiale, ce n'est pas le cas. On a une augmentation de la demande. Donc tout ça, voilà. Donc ces sociétés de services, elles sont plébiscitées dans le fond, elles sont mises en avant. Également, nous avons des sociétés de transport, on en parlait au niveau de tanker.
Et là, on a toute cette problématique de recomposition géopolitique mondiale, où on prend l'exemple assez clair de la Russie pendant un moment, donc notre approvisionnement de gaz, en particulier de l'Allemagne, venait par pipeline de Russie. Bon, aujourd'hui, c'est plus le cas, et même si on a cessé le feu demain, ça va mettre un peu de temps avant que ça revienne. Et donc, Bien qu'est-ce sûr. qu'on est obligé de faire? C'est d'utiliser des bateaux, des tankers, et aller chercher un peu plus loin le gaz ou le pétrole. Et ça, c'est une reconfiguration importante. On a aussi également les capacités en fait, de raffinage. On ne veut plus raffiner pour des questions environnementales en Europe. Donc, ce raffinage est en train de se délocaliser vers le Golfe. Et donc, ça veut dire que nos produits également raffinés, nos diesels, notre essence, il va falloir aller la chercher alors qu'elle était acheminée par camion ou par pipeline jusqu'à présent sur le continent européen. Il va falloir aller la chercher dans le Golfe et l'acheminer avec des tankers. Donc, il y a une demande beaucoup plus importante dans l'environnement actuel et un peu structurelle, assez même structurelle, pour ces tankers, à un moment donné où c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de pouvoir construire des nouveaux tankers. Pourquoi? Pas technologiquement, mais parce qu'aujourd'hui, aucune banque veut vous financer. Bien Parce que sûr. ce n'est pas ESG, ce n'est pas politiquement correct de financer des tankers. Sauf qu'on en a encore besoin pendant au moins 30 ou 40 ans. Et donc, voilà, on a des taux de fret qui remontent assez fortement et ça nous permet de. Voilà, on joue ça dans le fond. Et quoi d'autre? Donc, Également, on est exposé aux matières ok. premières. Pardon? Ok, donc on a donc les parapétrolières, matières premières, quoi d'autre? Voilà. Les matières premières également. On joue le fait que on a en Chine ce qu'on appelle cette politique, on va dire, de rationalisation d'un certain d'industries chinoises, et en particulier des industries dans le domaine de l'acier, dans le domaine de l'aluminium, qui, jusqu'à présent, exportaient leur surproduction par rapport à ce qui n'était pas absorbé par le marché local sur les marchés étrangers. Mais maintenant, on a des droits de douane. Aux États-Unis, c'est plus possible d'aller exporter. Et en Europe, on a fini par suivre et mettre un certain nombre de barrières, notamment liées à la pollution, etc., mais qui renchérissent assez significativement le coût des matières premières ou des métaux qui sont importés de la Chine. Et donc, à partir de là, on a une rationalisation du producteur marginal mondial, le producteur dont c'était, voilà, Bien l'augmentation de sûr. la production mondiale venait essentiellement de la Chine. Donc, on a une rationalisation de ces capacités qui fait que dans beaucoup de segments, comme l'aluminium, c'est ce qu'on joue par exemple dans le fonds nordique, qui sont en train de devenir beaucoup plus saines, avec moins d'offres, une demande qui est en partie cyclique, mais en partie aussi tirée par la transition énergétique, puisque dans un mât d'une éolienne, il y a énormément d'aluminium, parce que c'est plus léger que l'acier. Donc une demande qui a un aspect cyclique qui est plutôt en bas de cycle, et en fait un aspect structurel qui continue à croître. Et puis à côté de ça, une offre qui est en train de se réduire du fait de cette fermeture de capacité, notamment en Chine. Et donc on a des pricing power qui évoluent favorablement dans le domaine d'un certain nombre de matières premières. Un mot. Est-ce que dans le fond, on a des valeurs liées à la santé? Parce que bon, on a tous en tête qu'on a une super boîte qui s'appelle, qui a été la plus grosse Capi. Bon, elle a eu un parcours boursier désastreux l'année dernière. On parle de Novo Nordisk, mais est-ce que ça vous en avez? Est-ce que vous vous intéressez à d'autres boîtes, je sais pas, Electra, etc. Alors en fait, je reviens sur le secteur de la santé parce que c'est vrai que c'est un secteur qui a été assez sous pression, on va dire, en 2025 avec les déclarations de Trump sur un certain nombre de sociétés, et notamment les sociétés danoises. Tout ça est corrélé aussi au Groenland et on va dire, bon, il y a des mesures de rétorsion par rapport au fait que le Danemark ne veut pas. Le Danemark a la souveraineté sur le Groenland. Ce n'est pas un État, ce n'est pas danois, mais c'est une souveraineté, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent la royauté danoise comme étant voilà, la force suprême, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, en face, quand Trump a essayé de mettre la main un peu diplomatiquement là-dessus, les Danois, évidemment, ont dit non. Et derrière, un certain nombre de sociétés danoises, celle que vous avez mentionné, Novo Nordisk, a effectivement pâti pas mal de cela. Mais on va dire tout le secteur, y compris tout ce qui est équipements médicaux. Et aujourd'hui, je trouve plus d'opportunités, même après les baisses fortes qu'on a eues sur certaines grosses sociétés pharmaceutiques comme Novo Nordisk, je trouve plus d'opportunités sur ces sociétés d'équipement. Alors, par exemple, voilà, une des principales positions du fonds aujourd'hui, c'est une société qui s'appelle Elekta. C'est une société Ok. suédoise qui est l'un des leaders mondiaux. En fait, il y en a deux au niveau mondial, deux sociétés qui fabriquent en fait des équipements de radiothérapie pour traiter les cancers. Il y a Varian qui est une filiale de Siemens, et vous avez Elekta qui est donc une société suédoise. Et bien ça aujourd'hui, comme elle a pâti en fait, d'être dans le secteur de la pharma au sens large. Et donc, elle a vu son multiple se contracter. Elle a eu aussi, sur ces dernières années, quelques problèmes spécifiques qui sont en train de se résorber. Mais ça me paraît être aujourd'hui une opportunité de revenir sur le secteur, mais encore une fois, pas au travers de ces grosses sociétés pharmaceutiques, dont Novo Nordisk fait partie, même si Novo Nordisk a perdu 45% l'année dernière. Et optiquement, et sur des multiples qui peuvent être intéressants,
On a quand même une problématique qui est la déflation structurelle, alors qu'on était en augmentation des prix tous les ans, et tous les nouveaux produits, notamment dans l'obésité, sortaient sur des niveaux de prix plus élevés. Ben là, c'est le contraire. L'État américain, l'administration américaine met une grosse pression là-dessus, hein, sachant que le premier marché pour beaucoup de sociétés pharmaceutiques, et pas que Novo Nordisk, hein, en Europe, en termes de génération de profit, ce sont les US, et que pendant des décennies, les États-Unis subventionnaient la recherche pharmaceutique mondiale parce que les prix des mêmes molécules étaient jusqu'à 3 fois plus chers aux États-Unis. Trump a dit c'est terminé. Donc tout ça, on est en train de remettre tout ça à plat. C'est pas fini encore, de notre point de vue. Et puis, Novo Nordisk recherche maintenant de la croissance en faisant des acquisitions. Ils ont racheté une société de biotech 6 milliards de dollars l'année dernière pour les maladies du foie, qui est une société qui ne génère pas d'argent. Il n'y a même pas de chiffre d'affaires. Et c'est en dehors complètement en fait, du champ historique de compétences de Novo Nordisk, puisqu'on n'est pas sur le diabète, on n'est pas sur l'obésité. Donc il y a quand même un risque. Il y a une société qui a fait ça à la fin des années 90 parce que le marché des vaccins s'effondrait, c'était Sanofi. Ça ne les a pas vraiment aidés. Et 20 ans après, ils sont toujours quand même avec une forte décote sur le secteur et quand même un historique de création de valeur malheureusement sur les acquisitions qui est quand même très compliqué. Voilà. Donc, et Novo est en train, de mon point de vue, de rentrer malheureusement dans Okay. le corner. Voilà. Une question, qu'est-ce que ça a fait comme performance l'année dernière, on va dire en euros, si vous l'avez en tête, la performance du En fonds euros, Novo? on a plus 20 en fait sur le fond. Alors effectivement, moi je prends des paris forts. Donc l'idée c'est sur le long terme, nous je vous parlais en fait d'un indice qui fait sur une longue période 1,5 fois le CAC 40. Nous on fait mieux que ça puisqu'on bat l'indice de manière assez significative. Mais l'idée c'est effectivement d'être investi à long terme. Il peut y avoir des périodes de quelques trimestres où effectivement parce que, et c'est arrivé par le passé, quand je n'avais pas de Novo Nordisk parce que la société, effectivement, était très très chère et qu'il y avait une espèce de bulle sur l'obésité en disant ils vont régler tous les problèmes d'obésité dans le monde et ils vont faire payer 1500 ou 2000 dollars par mois à chaque personne, ce qui était quand même des niveaux ahurissants. Aujourd'hui, pour donner un autre exemple, on est en train de discuter 300 avec Trump, il discute 300. Mais à cette époque-là, effectivement, j'en avais pas. Le titre montait de manière un petit peu irrationnelle, mais il montait. Et effectivement, on a pu décrocher, en tout cas par rapport à l'indice, pas forcément en absolu, mais par rapport à l'indice, on a pu décrocher pendant quelques trimestres. Mais on a maintenu nos convictions et sur le long terme, hein, sur 15 ans, on arrive plutôt à se sortir très bien et faire beaucoup mieux que l'indice en euros. Les graphiques, d'ailleurs, je vous invite pour les personnes qui suivent l'émission d'aller sur le stand de Fidelity, puisque vous verrez effectivement, vous avez accès à toutes les fiches techniques, y compris du fonds Fidelity Nordique. Bon, la performance, elle est spectaculaire. Avant de clôturer notre échange, on peut parler un peu de géopolitique. J'ai entendu qu'effectivement, et on a tous entendu qu'il y a plein de points positifs qu'on va rappeler après. Mais est-ce que géographiquement, elle est entre la Russie et le Groenland? Bon, comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que ça, c'est un sujet d'inquiétude pour vous ou pas? Et comment, dans vos investissements personnels, je sais que c'est pas facile comme question, mais est-ce que vous avez des informations à nous donner là-dessus pour voir comment est-ce que vous verrez votre risque par rapport à ces problèmes géopolitiques? La Suède est rentrée dans ce qui a quand même été un choc culturel, hein. La Suède, qui était un pays non aligné depuis très longtemps, est rentrée il y a très peu de temps dans l'OTAN. Voilà. Donc déjà, si vous attaquez la Suède, vous attaquez l'OTAN. Là, on n'est pas sur des accords de défense mutuelle, on est dans l'OTAN. Voilà. Il y a quand même des éléments qui doivent un petit peu mettre Poutine dans une situation d'hésitation, en tout cas, à envahir que ce soit la Finlande ou la Suède. C'est la réaction immédiate de pays qui sont dans l'OTAN et qui, derrière, déclencherait là, des actes de réciprocité totale. Donc, de ce point de vue-là, par rapport à la problématique russe, on est assez, on va dire, on ne sait jamais, hein, notamment avec Poutine, ce qui peut se passer, mais on est quand même assez serein, on va dire, que le scénario de l'extrême, qui est un envahissement du pays ou d'une partie de ces pays-là, quand même, est assez faible. Derrière le Groenland, c'est, on va dire, le risque le plus important, mais qui est essentiellement au Danemark. Hein, c'est le Danemark qui a... Mais le Danemark, en fait, ne génère rien en termes économiques sur le Groenland parce qu'ils ont décrété, et c'est d'ailleurs ce qui en fait l'intérêt aujourd'hui par Trump, c'est-à-dire qu'ils ont décrété il y a plusieurs dizaines d'années un moratoire sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles du Groenland. Donc,
n'en tire pas grand-chose aujourd'hui, à part géopolitiquement, effectivement, la possibilité d'avoir des bases militaires. Mais bon, l'armée, 4,5 millions d'habitants, on peut imaginer que l'armée danoise n'a pas une capacité de rayonnement mondial extraordinaire. Bon. La perte économique si le Groenland devait être annexé, entre guillemets, par les États-Unis, serait relativement faible. Après, l'élément qui est plutôt positif, hein, c'est que vous avez quand même une devise donc norvégienne qui historiquement, même si c'est un peu moins vrai récemment, mais historiquement est quand même corrélé au prix du pétrole. Et si vous avez un embrasement au niveau notamment du Golfe, puisque c'est vrai qu'on se focalise sur le Venezuela, mais en même temps, ce qui se passe en Iran est assez intéressant, puisque vous avez des gens qui descendent dans la rue en ce moment en Iran et qui protestent sur le fait qu'il y a énormément d'inflation, que c'est difficile de se nourrir, et c'est assez rare. Hein. Donc, on a une tentative de déstabilisation, on va dire, de la part de la CIA, de l'intérieur, mais qui, si elle n'aboutit pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les Américains vont aller montrer les gros bras aussi dans le Golfe à un moment donné? Est-ce qu'ils vont aussi mettre la main sur le Yémen pour protéger la mer Rouge et le passage justement des tankers et des porte-containers via le canal de Suez? Voilà, il peut se passer des choses avec un réembrasement en fait du Golfe qui fasse que le prix du pétrole monte. Et à partir de là, vous avez un risque positif pour le coup sur la Norvège. Alors, je vous parle de la Norvège parce que je suis surpondéré structurellement sur la Norvège parce que c'est un marché value et puis j'ai un style quand même assez value, donc d'aller chercher des sociétés plutôt pas chères. Et donc, j'ai quand même un tiers de Norvège dans le fond contre à peu près 10% dans l'indice. Et donc, de ce point de vue, et ce n'est pas couvert du point de vue de la devise, hein, donc les poches ne sont pas couvertes. Donc, si on devait avoir un renchérissement de la devise norvégienne, soit parce qu'on a ces aspects de tension géopolitique, soit parce qu'on a l'aspect dette qu'on a discuté un petit peu antérieurement au niveau de l'Europe, qui fait peur et on veut avoir en Europe des pays plus solides, tout ça, ça devrait favoriser en tout cas la couronne norvégienne par rapport à l'euro. Bertrand, merci beaucoup pour ce panorama assez large, voire très large. On a brossé différents sujets, y compris, et c'est pas facile, j'imagine pour vous en tant que gérant Fidelity, de parler de géopolitique, mais vous avez le courage, et je vous en remercie, de vous donner nos convictions. Donc moi, ce que je retiens en fait, en guise de conclusion sur le fonds Fidelity nordique, c'est qu'un, on est sur une croissance de la zone qui est supérieure à la zone euro. Deux, on est sur des États qui sont faiblement endettés et qui donc, on va avoir la capacité, je reprends votre terme, de faire du dumping fiscal. Trois, on a pour 2 des 4 pays qui sont hors zone euro, la capacité des banques centrales de ces pays-là de faire varier la parité pour rendre plus ou moins compétitifs leurs devises, puisque ce sont des marchés effectivement d'exportation. Vous nous avez dit qu'il y a une grande majorité de laquelle il y a des pionniers technologiques. Et moi, je retiens un mot que vous avez abordé il y a très peu de temps. Vous parliez en fait que vous aviez une approche value, donc vous cherchez des valorisations qui sont attractives. Dernier point, et le fonds est éligible au PEA, et bien évidemment, en fait, dans les contrats d'assurance vie, comme le fonds est très ancien, dans toutes les bonnes crèmeries des différents contrats d'assurance vie. Bertrand, merci beaucoup. Et moi, je suis très content d'avoir partagé avec les confrères cette idée que je trouve pertinente, particulièrement pour avoir des convictions pour 2026 que l'on a envie de partager aussi avec nos clients. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Je vous invite à aller sur le site Patrimeta pour consulter le stand de Fidelity, pour aller y chercher et retrouver toutes les informations qui ont été évoquées durant cette webinaire. À très bientôt. À bientôt.